Alors, bonjour Jean-Bernard Hulot, on est aux rencontres citoyennes de Vierzon. Alors, est-ce que tu peux te présenter, dire si tu représentes un collectif ou une association, son objet et d'où tu viens? Bonjour, je m'appelle Jean-Bernard, donc je suis ambulancier privé, je précise. Donc j'ai été suspendu le 20 septembre 2021 suite à l'obligation vaccinale qui est tombée pour les soignants et assimilée le 5 août 2021. Donc j'exerçais donc à Châteaubriand, dans le nord-est du département 44. Et moi, en fait, je l'ai refusé, c'est tout simple, c'est que j'ai fait un constat de terrain, puisque quand vous faites le 15, vous êtes à domicile, vous avez un malaise, vous faites le 15, vous avez un médecin au téléphone, il dit « je vous envoie une ambulance ». Et donc, c'est les ambulanciers privés qui se déplacent à domicile pour faire un petit constat, et puis ensuite rappeler le médecin pour établir un bilan et voir si on transporte le patient ou pas aux urgences. Et alors moi j'étais comme tout le monde, 2019, voilà, j'ai regardé les médias, j'entendais partout, il y avait le virus qui partait de Chine, les autorités françaises qui disaient mais non, ça va pas pénétrer chez nous. Bon, moi tout de suite dans ma tête j'ai dit le nuage de Tchernobyl, on connaît. Et puis ben voilà, il y a eu les premiers cas en France, et puis ben voilà, il a été décidé de faire le confinement, et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Alors ce que je veux dire, vous pourrez interroger si vous connaissez des pompiers, si vous connaissez des urgentistes dans les hôpitaux, vous pourrez leur poser la question et ils diront exactement ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que nous, à partir du 1er mars 2020, donc tout le monde était confiné, et tous nos départs qui étaient mandatés par le SAMU avaient pour motif suspicion Covid. Alors on partait plus sur des gastro-entérites, on partait plus sur des hypertensions, hypotension, état grippaux, douleurs abdominales, douleurs thoraciques. Ça nous arrive aussi de temps en temps des cas psychologiques, des alcooliques aussi. Voilà, donc tous ces motifs-là avaient disparu et on partait toujours et c'était suspicion Covid. Et donc nous, ça a commencé à nous interroger en disant mais comment ça se fait que tout ça, disparaît? Bon, c'est vrai que c'est un virus arrivait, personne ne connaissait, on était tous un peu dans le flou, ça pouvait se comprendre. Mais là où ça m'a interloqué, c'est qu'un jour on est déclenché vers une personne âgée qui déjà paniquait parce que il était comme tout le monde, il avait vu à la télé, voilà, le virus, machin, tout le monde confiné. Et puis nous on arrive en tenue de cosmonaute, c'est-à-dire la charlotte, les surlunettes, voilà, la combinaison, les gants, enfin protégé de la tête aux pieds puisqu'on était on avait été mandaté donc au départ suspicion Covid, et puis là on s'aperçoit que dès notre premier diagnostic, ce monsieur il avait une belle gastro-entérite. Étant donné qu'il avait des antécédents abdominaux, c'était un peu difficile de le laisser à la maison, donc on rappelle le SAMU en disant ben voilà, on peut lever le protocole Covid, le monsieur a une gastro-entérite. Et là le médecin au téléphone nous dit mais vous n'êtes pas médecin pour faire un diagnostic et lever un protocole, vous continuez le protocole Covid. Bon, ok, il avait de toute façon, il avait raison, puisqu'on n'est pas là nous pour on est les yeux du médecin, mais en aucun cas on se substitue, merci, à un médecin. Et donc on est déclenché Covid, on fait le transport Covid, et forcément arrivé aux urgences, le patient est enregistré Covid. Malgré qu'on fait part à l'infirmière d'accueil en disant ben voilà, on peut lever le protocole. Alors pendant tout le transport, j'étais derrière parce que le monsieur était paniqué. On avait des constantes qui étaient, qui explosaient pas explosaient les compteurs, mais bon, vu son état, ce monsieur était très stressé. Et j'ai beaucoup d'humour, donc mon collègue a dit tu vas derrière avec ton humour, tu vas le détendre et tout. Et le monsieur avait vraiment peur, j'ai le Covid, j'ai le Covid, j'ai le Covid. Et pour lui prouver il n'avait pas le Covid, donc j'ai enlevé tout mon attirail. Il a dit vous allez être malade et tout. J'ai dit non, j'ai dit vous inquiétez pas. J'ai dit je suis sûr que vous avez pas le Covid. Et dans sa tête il avait le Covid. Et moi je lui ai dit le Covid c'est quoi? Ça s'attaque aux voies respiratoires. Bon, ok. Résumé, on peut dire ça comme ça. Je lui ai dit est-ce que vous avez des difficultés à respirer? Puis là il réfléchit, non. Est-ce que vous toussez?
Bah non. Est-ce que vous avez une sensation d'étouffement? Bah non. Puis je l'ai laissé gamberger, et puis au bout de 2 minutes, il me dit, ah bah ça veut dire que j'ai pas le Covid? Bah je vous l'ai dit, monsieur. Et puis bah là, on discute, on rigole, voilà, et puis bah je sens que le stress était parti, donc je reprends ses constantes. Alors là, bah, c'était nickel, à part, bah voilà, comme il avait une gastro, la température était un petit peu haute. Donc quand on est arrivé aux urgences, on fait part de notre bilan, et puis moi des nouvelles constantes, puis là on me dit, ah ouais mais non, on suit le protocole Covid, il n'y a que le médecin qui pourra lever. Ok, bon, on laisse le patient, lui prend rétablissement, on s'en va, puis 2 heures après, ce même hôpital nous appelle pour faire une sortie. Et là, bah, moi, machinalement, je vois l'infirmière, je dis, bah, vous faites le petit monsieur qu'on a amené tout à l'heure, ah, bah, il est rentré chez lui. Je dis, ah, bah, tant mieux. Ah, bah, puis vous aviez raison, hein, il y avait bien une gastro-entérite, mais voilà, donc, avec ses antécédents, donc on lui a donné un médicament, et demain, il faut qu'il aille voir son médecin traitant. Je dis, ok, d'accord. Bah, ça veut dire que dans l'entrée, tu as modifié, tu as mis gastro-entérite. Et là, elle me dit, du tac au tac, ah, non, on a ordre de ne pas modifier le motif. Et là, dans ma tête, ça a tilté. J'ai dit, mais alors, on est en train de transporter du monde qui n'est pas Covid, qu'on enregistre Covid. Mais ça veut dire, est-ce que précédemment, quand quelqu'un arrivait, par exemple, pour une suspicion de grippe, et qu'en fait, ça s'avérait être, je sais pas, une fracture, est-ce qu'il y avait modification après coup? J'ai eu justement une infirmière aux urgences de Nantes qui m'a dit un jour, voilà, il y a un accident qui se passe en Vendée, donc il y a 3 blessés qui arrivent. Donc, ils sont enregistrés comme accidentés, voilà. On fait le test Covid, il y en a qui est positif, ah, on va le changer, on va mettre entrée Covid. D'accord, donc ça marchait dans un sens mais pas dans l'autre. Voilà, ouais. D'accord. Comme quoi, hein, je dis que le soin a un peu perdu la notion de... Oui, c'est surtout les ordres, la question c'est voilà. Quel est le motif pour ne pas modifier un ordre. Ok, voilà. Et vous représentez un collectif ici? Alors je représente le collectif Santé 44 de Nantes, collectif voilà, de soignants et assimilés. Donc voilà, on a toutes les petites coordonnées qui sont derrière. Donc moi j'ai une page Facebook, c'est JB le Rebelle. Donc j'ai marqué ambulancier reporter, c'est un grand mot, mais voilà, quand je suis sur le terrain, je filme, voilà. J'ai interviewé professeur Perron, Alexandre Orionco, Vincent Pavant, enfin voilà, pour ne citer que. Et puis bah parfois des inconnus, des représentants d'associations, des victimes forcément, puisque comment je soutiens énormément les victimes. C'est eux qui, par effet collatéral, maintenant en soufflent plus. Alors victime du protocole ou victime des injections? Victime des injections. Victime des injections. Ouais. Donc, alors moi, à côté de ça, j'ai poursuivi mon employeur pour contester ma suspension parce que j'étais, comme chaque soignant qui a refusé la vaccination obligatoire, il y a eu 606 jours de suspension. J'ai eu la chance d'obtenir le RSA. Et puis, donc je rappelle, j'ai été suspendu le 20 septembre 2021 et au mois d'août 2022, j'ai dû vendre ma maison. Et depuis, alors j'ai acheté un camping-car et depuis, je vis en camping-car. Et donc, je poursuis mon ex-employeur puisque j'ai démissionné l'année dernière pour raisons personnelles. Et donc au prud'homme, donc j'ai perdu l'année dernière et j'ai changé d'avocat et là on est reparti pour faire appel. Alors, j'espère bien obtenir gain de cause. Comme m'a dit mon avocate, peut-être pas sur tout, mais voilà, parce que on réclame forcément les 606 jours de suspension, les congés payés, voilà, tout ce qui se greffe derrière, la retraite, chômage, enfin, tout le tout-team. Et on a mis aussi dans la balance le préjudice qui est la vente de maison. Donc en tout et pour tout, on a à peu près 140 000 euros à réclamer. Bon, si je les ai, tant mieux. Si je les ai pas, tant pis. Moi, j'ai la même, ce serait pour 1 euro, j'aurais la même énergie pour me battre. Alors justement, première question, qu'est-ce qui t'a amené personnellement en fait à t'engager et à rentrer dans ce combat? Alors on a bien compris pourquoi tu as refusé l'obligation vaccinale, mais qu'est-ce qui t'amène à te battre au-delà de ça, quoi? Quelle valeur personnelle est engagée pour toi? Alors déjà, je suis quelqu'un de têtu.
je sais admettre mes torts, mais quand je sais que j'ai raison, j'ai raison. Et voilà, il s'avère que quand on constate aujourd'hui les preuves qui tombent, quand on revient 3 ans en arrière, on se dit mais finalement ce qu'on disait en 2021, voilà, en 2025, même fin 2024, tout arrive. Donc moi je me bats pour moi, c'est sûr, mais je pense aussi à tous les suspendus, puisqu'il y en a beaucoup qui ont engagé des procédures et malheureusement ont été déboutés, notamment au tribunal administratif. Et à force d'être débouté, un avocat, ça coûte malheureusement des sous. Il y a des personnes qui ne peuvent plus engager des procédures, donc je me bats pour elles. Je me bats aussi pour, il y a des soignants qui malheureusement n'ont pas eu le courage de se battre et qui ne sont plus de ce monde, il faut le savoir. Des soignants qui ont fermé la porte du soin, qui sont partis dans d'autres horizons de métier. Je me bats aussi pour eux. Est-ce que tu disais qu'il y avait les soignants qui étaient le plus dévoués aux soins et aux patients, en fait, eux ont ripé et ne reviendront pas dans le soin. Non, ils ont tellement été dégoûtés de ne pas avoir été soutenus, et puis je vais employer une mauvaise expression, mais enfin un peu vulgaire, mais ils se sont tellement fait cracher à la gueule que revenir en arrière pour eux c'est impossible. Et est-ce qu'il te semble finalement que c'était ceux qui avaient le plus cette vocation, qui faisaient le plus leur métier avec cœur, qui du coup ont le plus mal vécu, ou est-ce que... Ah oui, ça je confirme, parce que quand on a un soignant qui a le soin dans la peau, c'est le cas de le dire, quand on vous met une claque dans la gueule avec cette suspension, c'est encore plus violent. Ah en fait. C'est très très violent, et même encore aujourd'hui, il y en a qui gardent des stigmates, et ce que je peux comprendre, hein. Même moi en tant que soignant, j'ai traumatisé, quoi. Je sais pas que j'ai été traumatisé, parce qu'il y a comme je dis toujours, il y a une période de ma vie, dans les années arrière, je suis tombé beaucoup plus bas que ça, donc je pouvais pas, j'ai un peu survolé moi d'un point de vue personnel, on m'a dit tu seras suspendu, tu auras plus de salaire. Bon on verra ce que demain sera fait. Est-ce que j'ai pris ça avec philosophie, parce que une certaine résilience déjà. Voilà, le passé m'a fait tenir. J'ai la chance aussi, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais d'être tout seul dans la vie. Donc chaque choix que je prenais, ça engageait que moi, j'entraînais personne avec moi. Bon, ça m'a valu quelques fâcheries avec ma famille. On a été longtemps sans se parler, mais voilà, on recolle les morceaux depuis quelque temps, et quelque part ça me fait plaisir, parce que le temps a fait que de ce côté-là, il y a une cicatrice qui s'est fermée, on va dire. Est-ce que vous recollez les morceaux parce qu'ils ont pris conscience que sans doute tu avais raison, ou est-ce que c'est le temps, simplement? Un peu les deux. Un peu les deux. Moi, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin, comme on dit, surtout envers la famille, parce que c'est ce qu'il y a de plus profond. Quand on n'a plus d'attache familiale, on est un peu perdu. Enfin, si je peux emprunter cette expression, mais puis bon, ma mère, son amie, c'est des personnes très âgées. Alors ils sont un peu perdus, forcément, ils sont de l'issue de l'ancienne génération. Leur dire que des médias, le journal de TF1 a raconté des mensonges, pour eux c'est pas possible. C'est pas possible à entendre. Donc, mais avec le temps, ils se rendent compte que il y a des choses d'ailleurs, ils se posent beaucoup de questions. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai eu un article de journal. Alors ça devait être en fin d'année, je crois, au mois de novembre-décembre. Alors je commençais à recoller les morceaux avec ma famille, et j'envoie ça à ma mère, et elle me renvoie un message. Mais alors je l'ai gardé. T'as raison, continue, il faut rien lâcher. Et alors là, je dis mais bravo quoi, bravo. C'est très touchant. Et et donc pour finir ce que je disais tout à l'heure, je pense énormément à ces victimes qui malheureusement, alors quel que soit leur choix, si c'était pour partir en vacances, si c'était parce qu'ils étaient convaincus, peu importe, moi je les soutiens. Ça mérite pas une telle sanction, en fait. Voilà, et je soutiens bien évidemment les parents de victimes, parce que malheureusement il y a Bien sûr. des personnes qui sont décédées des injections, et ça c'est marquant. Pour un soignant, c'est très marquant de voir que
Alors, on a pu tuer, quoi. On a pu tuer, voilà. Ouais. Alors, ma question numéro 2. En quoi tu penses que ces rencontres citoyennes d'aujourd'hui sont nécessaires, utiles, particulières, en quoi importantes? Oui, je suis venu déjà l'année dernière et ça m'avait permis de rencontrer plusieurs personnes. Et je trouve que ces rencontres sont très utiles et importantes parce que voilà, ça permet de créer des liens entre des associations, des intervenants. L'année dernière, quand on est venu, on avait une personne qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais voilà, qui a rencontré des gens. Ça nous a permis de faire des conférences derrière. Donc voilà, c'est des choses qui, pour moi, à mon sens, sont importantes, très utiles, et puis notamment aussi pour faire voir aux divers citoyens ce qu'ils n'entendent pas à la radio, ce qu'ils lisent pas dans les journaux, ce qu'ils ne voient pas à la télé, leur faire voir qu'il y a des dégâts, aussi bien victimes que soignants, et voilà, c'est tout ça, tout englobé, fait que c'est quand même utile. Si ça serait pas utile, je serais pas là. Donc, et on a été très bien accueillis de la part des organisateurs, et chapeau à eux. Ok, alors, parfait. Et ma toute dernière question, si tu pouvais changer une chose et avec un coup de baguette magique, en fait, ce serait quoi? Pour quel changement de paradigme dans les années à venir? C'est une question qui... Qu'est-ce que je pourrais changer? J'irai pas jusqu'à détrôner un monarque, mais t'as une baguette magique, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est de rendre les injections j'ai pas le mot, mais de les rendre nulles. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas d'effet, qu'elle soit voilà, une acuité totale ou... C'est ça, voilà. D'accord. Okay, qu'il n'y ait pas de blessés, en fait. Comme ça, chacun aura pensé, dire bah oui, je me suis fait injecter, je veux pas dire le mot vaccin, chacun, on comprendra pourquoi. Je me suis fait injecter, je suis protégé, ou alors je peux partir en vacances, j'ai mon pass, voilà, et derrière, aucun effet indésirable. Là, je pense que ce serait la chose que je changerais. Ok, merci beaucoup Jean-Bernard. Merci à toi. Merci.